Je me souviens encore du jour où nous avons franchi le seuil de cette maison. C'était un matin d'octobre. Il faisait frais mais lumineux, et les enfants couraient déjà dans le jardin, riant comme si nous emménagions dans un château enchanté. Mon fils tenait la main d'Élodie. Moi, je portais un carton marqué « Souvenir ». Je n'avais pas hésité. Quand il avait tout perdu, travail, confiance, futur, j'avais vendu mon 2 pièces pour qu'il puisse recommencer ici. Cette maison devait être notre refuge commun, le point d'ancrage d'une nouvelle vie. Les premières années ont été douces, pleines de bruits familiers, les rires des enfants, le sifflement de la bouilloire, le grincement du plancher du couloir. J'avais ma chambre au rez-de-chaussée, près de la cuisine. J'aimais entendre les pas de mon petit-fils le matin. Il courait toujours vers moi pour réclamer son chocolat chaud. Je faisais tout pour qu'il soit bien. Ce n'était pas un sacrifice, c'était un rôle. J'étais la gardienne du foyer pendant qu'Élodie reprenait son activité professionnelle. Je préparais les repas, je rangeais, je cousais, je racontais des histoires avant de dormir. Personne ne me le demandait vraiment, mais j'aimais me sentir nécessaire, vivante. Mais avec le temps, quelque chose a changé, subtilement d'abord. Des regards évités, des silences à table, des conversations à voix basse dès que j'entrais dans une pièce. Je me disais que c'était la fatigue, le quotidien, la pression. Et puis, un jour, mon fils m'a dit en souriant « Tu sais, maman, tout ça, c'est aussi grâce à toi. » Je m'en suis nourrie des semaines entières. C'était rare qu'ils disent ce genre de choses. C'était un cadeau. Puis la tragédie, son accident, la brutalité de l'annonce à l'hôpital. Et cette minute suspendue, quand j'ai vu son corps inerte. J'ai su à ce moment-là que plus rien ne serait jamais comme avant. Au retour des funérailles, j'ai ouvert la porte avec appréhension. Il y avait ce silence étrange, pas celui du deuil, mais un silence propre, organisé, le genre de silence qu'on installe délibérément. Je n'ai pas retrouvé mes chaussons dans l'entrée. Mon fauteuil était parti. Sur la table du salon, aucune photo. Même les dessins des enfants avaient disparu du réfrigérateur. J'ai appelé doucement. « Élodie ?» Elle est sortie de l'escalier, calme, presque polie. « Je t'ai fait une chambre provisoire en haut », a-t-elle dit. « Provisoire ?» Elle a baissé les yeux. « Il faut qu'on réorganise un peu tout pour les enfants. Tu comprends, non ?» Je n'ai rien répondu. Mais quelque chose, au fond de moi, s'est figé. La nuit suivante, j'ai fait un rêve étrange. La maison était vide. Les murs étaient nés blancs, lisses, sans tableau, sans voix. J'étais seule, mais je sentais une présence, hostile, tapie dans les coins. Je me suis réveillée en sursaut. Et c'est là que j'ai su. Ce n'était pas une cohabitation difficile. C'était un effacement en cours, une expulsion douce, un délogement lent, mais précis. Le lendemain, j'ai ouvert la commode, cherché un dossier que j'avais presque oublié. Il était là, jauni, plié, intact. Je l'ai posé sur la table, devant moi, et j'ai murmuré « Tu m'as laissé des outils, mon fils. À mon tour de m'en servir. » Les jours suivants ont été pleins de gestes feutrés, de conversations murmurées derrière les portes closes. Élodie m'évitait. Les enfants, eux, continuaient de courir dans la maison, mais même leur énergie semblait retenue, comme si quelque chose d'invisible les avait avertis de ne pas trop faire de bruit. Je me suis adaptée. C'est ce qu'on fait, à mon âge. On plie, on s'efface, on ne dérange pas. Du moins, c'est ce qu'on croit faire. La nouvelle chambre qu'elle m'avait préparée à l'étage sentait la peinture fraîche. Aucune trace de moi, aucun coussin familier, aucun drap que j'avais choisi. Les volets restèrent coincés et la serrure de la porte grinçait à chaque fois que je l'utilisais. Ce n'était pas une chambre pour moi, c'était une cellule polie. Un matin, je suis descendue préparer le petit déjeuner comme je le faisais depuis des années. Mais la cafetière avait disparu, remplacée par une machine sophistiquée, sans instruction. Une autre fois, mon tablier avait été relégué dans un tiroir que je n'ouvrais jamais. Puis, ce fut la disparition progressive de mes ustensiles, de mes marques, de mes repères. Chaque jour, quelque chose de familier n'était plus à sa place, ou n'était plus là du tout. J'ai tenté une fois d'en parler à Élodie, sur un ton neutre. Elle pliait du linge dans le salon, comme si de rien n'était. « Tu as vu mes albums photos ?» Elle n'a pas levé les yeux. « Ils doivent être dans un carton. Je fais un peu de rangement, tu comprends ? Un peu de rangement. » Le mot résonnait étrangement, comme si on mettait de l'ordre avant un grand départ. Sauf que le départ, c'était moi. Ce jour-là, j'ai décidé d'ouvrir les cartons qu'elle avait empilés dans le débarras. Mes affaires y étaient rangées, soigneusement, presque avec respect,
mais dans un ordre qui n'avait rien à voir avec moi. Mes livres mélangés, mes lettres anciennes éparpillées, des cadres photos sans verre. J'ai senti quelque chose remonter en moi. Pas de la colère, pas encore, mais une forme ancienne d'alerte. Celle qu'on ressent quand on sait qu'on est observé, déplacé, contourné. Quelques jours plus tard, j'ai osé lui demander mes bijoux, ceux que je gardais depuis mon mariage et que je portais parfois pour me sentir encore un peu femme. Elle a souri, un sourire sec, mesuré. Je les ai mis dans le coffre. C'est plus sûr, avec tous ces allers-retours. Puis, sans que je n'aie le temps de répondre, elle a ajouté « Ton fils m'avait parlé de ta sœur. Il voulait que tu la rejoignes. » J'ai senti mon sang se glacer. « Quelle sœur ? Ta sœur dans le Nord, je crois. Il disait que vous étiez proches. » Je n'ai pas répondu, parce que je n'ai jamais eu de sœur. Mon fils le savait, elle aussi. C'était une phrase jetée comme une preuve inventée, une pièce de plus dans sa construction. Elle me croyait docile, fragile. Elle ignorait que j'écoutais, que je notais tout, que j'avais appris à me taire pour mieux comprendre. Je suis remontée dans ma chambre, j'ai refermé la porte et j'ai ressorti le dossier. Cette fois, je l'ai ouvert en grand. Contrat d'achat, reçu du chèque, courriel de l'époque. Je n'ai rien oublié, rien jeté. La mémoire, quand on n'a plus rien, devient une arme. Je me suis regardée dans le miroir. « Tu veux me faire disparaître, Élodie ?» ai-je murmuré. Mais je suis encore là, et je n'ai pas dit mon dernier mot. Ce matin-là, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore sombre, et la maison dormait. Je me suis habillée sans faire de bruit, puis j'ai descendu les escaliers en évitant les marches qui grincent. Dans la cuisine, j'ai allumé la veilleuse au lieu du plafonnier. L'habitude du silence me revenait, celle d'exister sans prendre de place. Mais cette fois, j'étais en mission. J'ai posé le dossier sur la table, soigneusement. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à trier les documents. Les dates, les signatures, les relevés bancaires. Tout était là. Mon nom, celui de mon fils, la trace du virement que j'avais fait pour l'apport de la maison. Je ne m'étais jamais souciée de ces papiers. C'était un acte d'amour, pas un contrat. Mais aujourd'hui, c'était devenu une ligne de défense. Quand elle est descendue, 1 heure plus tard, Élodie m'a trouvée assise, les mains posées sur les feuillets. Elle a haussé un sourcil. « Tu fais du tri, toi aussi ?» Je n'ai pas répondu. Elle a jeté un regard vers les documents, mais elle n'a rien dit. Puis elle a tourné les talons et s'est dirigée vers la cafetière. Son dos droit, raide, m'a semblé soudain étranger. J'ai ressenti un pincement, pas de douleur, mais de lucidité. Nous étions désormais 2 étrangères sous le même toit. Et elle préparait ma sortie. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais pris rendez-vous. Un ancien collègue de mon fils, aujourd'hui avocat en droit immobilier. Je me souvenais de son nom, de ses yeux clairs, de sa voix calme. Il m'avait un jour dit « Si un jour vous avez besoin, Madame Ferré, appelez-moi ». J'avais gardé sa carte, une relique que je n'aurais jamais pensé utiliser. Quand je suis arrivée à son cabinet, il m'a reconnue aussitôt. Il a refermé doucement la porte derrière moi. « Racontez-moi tout », m'a-t-il dit, sans me juger. Alors j'ai raconté. Lentement, sans détour. Je lui ai montré les preuves. Le reçu du chèque, l'acte de propriété, sur lequel figurait mon nom en second, après celui de mon fils. Mon fils, qui n'avait jamais voulu m'écarter. Bien au contraire. Il a hoché la tête plusieurs fois, pris des notes. Et à la fin, il a dit « Vous avez bien fait, nous allons monter un dossier, et je vous promets, vous ne serez pas seul. » Je suis rentrée chez moi la tête haute. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie droite dans mes bottes. Je n'avais pas rêvé. Je n'étais pas paranoïaque. Quelqu'un d'autre avait vu ce que je voyais. Mais les choses se sont accélérées, comme si elle l'avait senti. Le lendemain, une lettre a glissé sous ma porte. Anonyme, imprimée, sans timbre. Une menace déguisée. Préparez-vous à partir. Puis, quelques mots étranges. Pour votre bien, avant que ça n'empire. J'ai relu la phrase plusieurs fois, pesé chaque mot. Ce n'était plus du mépris, c'était un avertissement. Elle voulait me faire peur, me faire douter, m'inciter à fuir d'elle-même, pour éviter le conflit. Mais j'avais franchi le point de non-retour. Elle ignorait à quel point j'étais prête à me battre. J'ai reposé la lettre sur la table, à côté du dossier, et j'ai dit à voix haute « Tu as peut-être cru que j'étais une ombre,
Mais je suis de chair et de mémoire. Et maintenant, j'ai des preuves. Les jours suivants, quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Ce n'était pas visible, mais on le sentait, comme une tension sous la peau, un fil invisible qui vibrerait au moindre geste. Élodie ne me parlait presque plus. Ses phrases étaient devenues mécaniques, coupées nettes, comme si elle marchait sur du verre. Les enfants, eux, avaient cessé de venir me voir dans ma chambre. Je les entendais rire dans le jardin, crier à travers les couloirs, mais jamais ils ne montaient plus me montrer un dessin ou demander un goûter, comme si on leur avait dit « Mamie est fatiguée, laissez-la tranquille ». Mais je n'étais pas fatiguée. J'étais en alerte, et j'observais tout. Un soir, j'ai surpris une conversation derrière la porte entr'ouverte du bureau. La voix d'Élodie, basse, rapide, pressée. Elle parlait au téléphone. Non, pas encore, mais elle prépare quelque chose. Oui. Je l'ai vue partir avec une pochette pleine de papiers, et elle parle à un avocat. Un silence. Puis, elle est plus maligne que je le croyais. Il faudra accélérer. J'ai reculé doucement, le cœur battant. Elle savait. Elle comprenait que je ne me laisserais pas faire. Et elle avait peur. Pas de moi, non, mais de ce que je pouvais révéler. Le lendemain, elle a tenté une nouvelle approche. Un petit déjeuner offert. Une assiette de croissants. Un jus pressé. Une voix douce. Tu sais, je suis désolée que tout soit devenu si tendu entre nous. Je l'ai regardée, sans rien dire. Elle a continué. Ce n'est pas facile pour moi non plus. J'ai perdu mon mari. Je dois tout gérer seule. Et j'aimerais qu'on se respecte. Pour les enfants. Elle jouait la carte de la paix. Mais ses yeux brillaient trop. Elle mentait. Et moi, je n'étais pas venue mendier de l'harmonie. J'étais venue reprendre ma place. Pas comme une invitée, mais comme une propriétaire. Le même jour, un homme est passé. Costume sombre, mallette discrète. Il a toqué, s'est présenté comme mandaté pour discuter d'un possible relogement. Je n'ai même pas ouvert la porte en grand. Vous faites erreur, ai-je dit calmement. Je ne vais nulle part. Il a souri, trop poliment. Vous savez, dans ce genre de situation, mieux vaut trouver un terrain d'entente avant que ça ne devienne légal. J'ai claqué la porte, puis j'ai respiré, lentement. J'ai senti la colère monter, mais je l'ai contenue. Pas encore, pas tout de suite. Mon avocat m'avait dit d'attendre, de ne rien signer, de ne rien dire, tout construire, preuve après preuve. Le soir même, j'ai retrouvé un mot glissé dans le tiroir de ma table de nuit, une écriture maladroite, copiée sans doute d'un modèle. Ta place est ailleurs. Aucune signature, aucun timbre, rien que cette phrase. 4 mots qui se voulaient un coup près. Je les ai lus à voix basse, dans la pénombre de ma chambre, et j'ai souri, parce que ce mot n'était pas une menace. C'était un aveu. Elle avait peur de moi. Elle pensait pouvoir m'effacer, mais plus elle essayait, plus elle me révélait. Je n'étais plus seulement une grand-mère. J'étais devenue un mur. Et bientôt, elle s'y heurterait. Une semaine passa. Le dossier avançait, lentement mais sûrement. Mon avocat avait demandé l'accès aux documents officiels liés à la succession. Il voulait comparer les signatures, les dates, les clauses du testament supposément modifiées peu avant la mort de mon fils. Mais un détail allait tout faire basculer. Élodie est arrivée un soir, dans ma chambre, sans frapper. Elle tenait une enveloppe blanche, fine, entre ses doigts tremblants. « J'aimerais que tu vois ça », dit-elle. Elle s'est approchée et a posé l'enveloppe sur mon lit, puis s'est assise au bord, comme si elle cherchait la compassion. « C'est une échographie. Je suis enceinte. De ton fils. » J'ai pris l'image entre mes mains. En noir et blanc, une silhouette floue, informe. L'échographie portait une date. C'était cela que j'ai regardé en premier. Pas l'image, la date. Et là, une alarme silencieuse s'est déclenchée en moi. Mon fils était mort depuis 6 semaines, et cette échographie datait d'il y a 4. Je me suis levée sans un mot. J'ai déposé l'image sur la commode. Puis je l'ai regardée droit dans les yeux. « Tu veux que je croie à un miracle ?» Elle n'a pas répondu. Elle s'est contentée de se lever, les yeux humides, jouant l'incompréhension. « Tu me crois capable de mentir sur ça ? Vraiment ?» J'ai murmuré. « Je te crois capable de tout. » Elle est partie en claquant la porte. Mais elle avait laissé la preuve entre mes mains. Une preuve qui soulevait plus de questions qu'elle n'en réglait. Le lendemain, je l'ai montrée à mon avocat. Il a tout de suite saisi. Cette date ne colle pas. Soit elle ment, soit quelqu'un l'aide à fabriquer des documents. On peut faire vérifier ça. Il a ajouté, si elle essaie de prouver une filiation posthume,
Elle cherche peut-être à renforcer sa position dans l'héritage. Tout devenait plus clair. Ce n'était pas qu'une histoire de place dans la maison. C'était une bataille pour tout ce que mon fils avait laissé. Et j'étais l'obstacle. Moi, la vieille, la mère, celle qui savait trop. Ce soir-là, j'ai rêvé de lui. Mon fils. Il était là, dans la cuisine. Il préparait du café, comme il le faisait toujours. Il m'a regardé et a dit « Ne te laisse pas faire, maman ». Puis il a souri, disparu dans la vapeur. Je me suis réveillée avec les yeux mouillés, mais déterminée. Alors j'ai recommencé à fouiller, dans les tiroirs de mon bureau, dans les boîtes de lettres, dans les carnets oubliés. Je cherchais tout ce qui pouvait prouver notre accord initial. La maison, nous l'avions achetée à 2. C'était notre foyer. Ce n'était pas un don, c'était un partenariat entre une mère et son fils. Et je l'ai retrouvé. Un mot, griffonné sur une serviette en papier, un jour où nous parlions de la maison. Merci maman, pour tout. On est ensemble sur ce projet. Je te promets que cette maison sera autant à toi qu'à moi. Signé, de sa main. Je la reconnaîtrai entre 1000. Je l'ai ajoutée au dossier. Quand Élodie est revenue vers moi 2 jours plus tard, avec un ton presque doux, une voix mielleuse et des mots choisis, on pourrait envisager une solution à l'amiable. Je l'ai regardée longtemps, puis j'ai répondu « C'est trop tard pour les accords. Maintenant, on ira jusqu'au bout. » Depuis quelques jours, une obsession me rongeait. Mes bijoux, non pour leur valeur monétaire, mais parce qu'ils représentaient une histoire. Chaque bague, chaque collier, chaque montre portait une mémoire. Les noces d'or de mes parents, la naissance de mon fils, le pendentif offert par mon mari peu avant sa mort. Un matin, j'ai demandé à Élodie « Où sont mes bijoux ?» Elle a haussé les épaules. Je les ai mis dans le coffre, par sécurité. On ne sait jamais avec tous les allers-retours. Un sourire, froid. « Tu veux les récupérer maintenant ?» Je n'ai rien dit, mais je savais. Elle mentait. Elle avait déjà effacé les photos, déplacé les meubles, vidé les tiroirs. Elle effaçait les traces, et mes bijoux étaient les derniers témoins de ma présence. Je suis allée voir la banque. J'y avais encore des droits. J'étais co-titulaire du compte. Mais le coffre... Le conseiller m'a regardé, surpris. « Madame Ferrand ? Le coffre a été fermé il y a 2 semaines. Le contenu retiré. » Je suis restée figée. « Par qui ? » « Par Madame Élodie Ferrand. Elle a présenté un acte notarié. Un pouvoir signé de votre fils apparemment. Un faux. C'était forcément un faux. » Je suis rentrée tremblante. Non de peur, mais de rage. Elle jouait avec mes souvenirs comme on jette des objets à la décharge. Elle voulait me vider, me priver de tout. Me réduire à une présence gênante, à une vieille femme sans voix. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai dîné en silence. Je l'ai regardée rire avec les enfants, raconter une histoire avec cette voix douce qu'elle savait si bien utiliser. Mais moi, je la voyais autrement. Je voyais la manipulatrice, la calculatrice, la stratège. J'ai appelé mon avocat dès le lendemain. Il faut vérifier cet acte et demander l'enregistrement. Il y a falsification, j'en suis sûre. Il m'a écouté, calmement, puis il a dit « Si c'est un faux, on le prouvera ». En attendant, je surveillais. Élodie commençait à montrer des signes de nervosité. Elle ne passait plus autant de temps dans la maison. Elle recevait des appels en cachette, se levait la nuit. Un soir, je l'ai vue ranger des enveloppes épaisses dans une valise. Des documents, des reçus, des copies de lettres. J'ai compris qu'elle préparait quelque chose. Une fuite, une défense, je ne savais pas encore. Mais je devais frapper la première. Alors j'ai décidé d'agir. Je me suis levée à l'aube. J'ai récupéré tout ce que j'avais trouvé, les lettres, les reçus, la serviette en papier signée, l'échographie, les relevés du coffre, et je les ai emportés au cabinet. Mon avocat m'attendait. Il a tout scanné, classé, noté. « Ce dossier est solide », a-t-il dit en refermant la chemise. « Très solide. » Il a levé les yeux vers moi. « Vous êtes prête à aller jusqu'au bout ?» J'ai répondu sans hésiter. Je n'ai plus rien à perdre, et tout à défendre. Ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé la maison vide. Les enfants étaient chez des amis. Élodie était sortie. Le silence était apaisant. J'ai ouvert les volets. L'air du soir entrait doucement. J'ai préparé du thé. Me suis assise dans le vieux fauteuil de mon fils, celui qu'elle avait voulu donner, et j'ai attendu. Pas Élodie, pas la justice.
moi-même. Je sentais que quelque chose approchait. Une onde, un tremblement, le basculement. Et j'étais prête. Enfin. C'est arrivé un lundi. Une journée banale, comme les autres. J'avais préparé une soupe. J'écoutais une émission à la radio en tricotant, le genre de geste routinier qui me gardait ancré. Puis j'ai entendu le frottement sec d'une feuille glisser sous la porte d'entrée. Je me suis levée, lentement, méfiante. Une feuille pliée en deux, sans enveloppe. Je l'ai ramassée. J'ai lu. Notification d'expulsion, non-respect du bail oral, troubles émotionnels observés, plainte en cours, pas de tampon officiel, aucune signature. Un papier vide, mais lourd de menaces. J'ai senti mon cœur se serrer. Pas de peur, de colère. Elle voulait me faire craquer, me pousser à partir de moi-même, me faire douter de ma santé mentale, de ma place, de ma légitimité. Mais j'étais plus vieille que ces manipulations. J'avais vécu des hivers plus rudes qu'Élodie. Je suis restée debout un moment, la lettre entre les doigts, puis j'ai souri. Un sourire sec, froid. Je suis montée à l'étage et j'ai collé la feuille sur le miroir de ma chambre, pour m'en souvenir, pour ne pas oublier à quel point elle me sous-estimait. Le lendemain, j'ai tout raconté à mon avocat. Il m'a demandé une copie. Cela pourrait s'ajouter à l'intimidation psychologique, dit-il. Puis il a ajouté: elle tente de construire un faux dossier médical contre vous. Il faut consulter un professionnel, de votre propre initiative, et documenter chaque échange. J'ai suivi son conseil. Un psychiatre, recommandé, neutre. Après 2 séances, il a écrit une attestation. Aucun trouble cognitif, aucun symptôme d'instabilité émotionnelle. Une femme âgée, lucide, en situation de stress prolongé causé par son environnement. Voilà ce qu'il avait conclu. Je suis rentrée ce jour-là avec le cœur plus léger. Non pas parce qu'on m'avait validé, mais parce que je reprenais le contrôle, morceau par morceau. Mais Élodie ne reculait pas. Un soir, elle a frappé à ma porte. « Je peux entrer ?» Je n'ai pas répondu, mais elle est entrée quand même. « Je sais que tu parles à un avocat. » Elle s'est assise, dos droit, regard fixe. « Tu crois que tu vas gagner, mais tu perds du temps. Cette maison n'a jamais été à toi. Tu es juste une vieille locataire, sans bail, sans preuve. » Elle a marqué une pause. « Tu vas mourir bientôt. Et tout reviendra à moi de toute façon. » J'ai senti mes mains trembler. Pas de peur, de rage contenue. Alors j'ai sorti une copie de l'acte de propriété, avec mon nom, mon adresse, ma signature. Je l'ai posée doucement sur la table entre nous. Elle l'a regardée. Ses pupilles ont vacillé. Mais elle s'est levée et a dit simplement « C'est trop tard ». Puis elle a quitté la pièce. Mais je savais désormais que j'avais l'arme, la preuve. Et elle le savait aussi. Je l'ai entendue téléphoner tard ce soir-là. Une voix basse, rapide, des mots tranchés comme des lames. « Il faut qu'on trouve un autre notaire. Elle a quelque chose contre moi. Non, je ne peux pas partir maintenant. » Je n'ai pas tout compris. Mais une chose était claire. Elle sentait le sol se dérober. Et moi, pour la première fois depuis des semaines, je dormis sans me réveiller en sursaut. Elle avait toujours un coup d'avance, pensait-elle. Quelques jours après notre confrontation, Élodie est revenue avec une nouvelle surprise. Une enveloppe blanche qu'elle a laissée ostensiblement sur la table du salon. Je n'y ai pas touché. Mais elle s'en est saisie le soir même, après le dîner, et m'a dit avec un sourire d'actrice « Je voulais que tu sois la première au courant. » Elle a sorti une échographie. Je suis enceinte. Je l'ai regardée sans rien dire. Elle jouait sa dernière carte. Un enfant, un héritier, une cause sacrée qui rendrait mes actions odieuses. Une tentative pathétique pour m'adoucir, pour manipuler l'image de la future maman fragile contre la vieille femme aigrie. Mais je voyais clair dans son jeu. Et surtout, j'avais un souvenir très net. Mon fils ne voulait plus d'enfant. Il me l'avait dit, plusieurs fois. Ils avaient eu des problèmes de couple, des discussions tendues à ce sujet. Il ne voulait pas repartir dans les couches et les nuits blanches. Et pourtant, voilà qu'elle exhibait un petit cliché en noir et blanc comme un bouclier. Je l'ai félicitée d'un mot sec, sans conviction. Elle l'a remarqué. « Tu ne crois pas que c'est ce qu'il aurait voulu ? Un nouveau départ ? Un signe ?» Je n'ai pas répondu. Je suis retournée dans ma chambre, et cette nuit-là,
J'ai fouillé dans les papiers médicaux que j'avais retrouvés dans un tiroir. Mon fils y avait noté une date de vasectomie, 6 mois avant sa mort. J'ai photographié la page. L'ai envoyé à mon avocat. Le lendemain, il m'a appelé, stupéfait. Cette grossesse n'a aucun sens. Je sais, ai-je répondu. C'est une invention, ou un autre homme. Elle voulait faire croire qu'un bébé changeait tout. Mais ce n'était pas une vie, c'était un alibi. Les jours suivants, je l'ai vue commencer à douter. Elle évitait mon regard. Elle faisait semblant d'être fatiguée, restait couchée plus longtemps, appelait sa sœur pour lui raconter que je devenais agressive. Elle construisait son dossier. Une grossesse simulée, une persécution inventée, une guerre d'ombre. Mais j'avais des armes solides, le dossier médical, l'acte de propriété, les relevés bancaires, la fausse lettre d'expulsion, le retrait illégal du coffre. Et j'avais aussi le soutien d'un voisin, Monsieur Laval, qui m'avait toujours cru. Il m'avait vu pleurer dans le jardin. Il avait entendu les cris. Il avait même lu la lettre. Il avait proposé de témoigner. J'étais prête. Plus prête qu'elle ne l'imaginait. Un matin, elle est descendue avec une valise. Je vais chez ma sœur quelques jours. Je n'ai pas répondu, mais j'ai vu qu'elle avait peur. Elle revenait le week-end, disparaissait en semaine. Elle s'agitait, consultait des avocats, cherchait des soutiens. Moi, j'attendais. Puis un jour, une convocation du tribunal est arrivée. Le juge avait fixé une audience. J'allais enfin pouvoir parler. Ce soir-là, j'ai préparé mes affaires. Tout était prêt dans une grande enveloppe brune. Les copies, les photos, les preuves et l'échographie. Je l'ai fixée longtemps. Cette image froide, sans nom, peut-être même volée à une autre. Elle n'était pas une preuve de vie. Elle était une preuve de mensonge. J'ai bu un thé, me suis regardée dans le miroir et je me suis dit à voix haute, elle ne sait pas encore ce que c'est, tenir bon. Le jour de l'audience est arrivé avec le vent sec d'un matin d'hiver. J'ai mis mon manteau le plus sobre, celui que je portais pour les occasions importantes, les enterrements, les rendez-vous sérieux. J'avais tout dans mon sac, mes preuves, ma dignité et un calme glacé. En entrant dans la salle, j'ai vu Élodie, assise droite, maquillée avec soin, l'air fragile. À ses côtés, un avocat jeune, au sourire poli. Elle a évité mon regard. Moi, je n'ai pas détourné les yeux. Le juge est arrivé. Un homme d'âge mûr, lunettes fines, ton neutre. Il a feuilleté le dossier, puis nous a regardés. « Madame Solange R, c'est bien vous qui avez déposé cette requête ?» J'ai dit oui. Une voix ferme, sans tremblement. Il m'a demandé de m'expliquer. J'ai parlé lentement. De l'achat de la maison, de l'apport initial, du chèque bancaire, du nom sur l'acte de propriété, des tâches quotidiennes, de l'aide, de la cohabitation, puis de la mort de mon fils, du changement brutal, de l'attitude d'Élodie, de son refus de reconnaissance, de l'expulsion déguisée, de la fausse lettre, du vol des bijoux, de l'échographie douteuse. J'ai tout raconté, sans hausser le ton. Je n'ai pas pleuré. Je voulais être la plus précise possible, la plus lucide. L'avocat d'Élodie a alors pris la parole. Il a évoqué mon âge avancé, des signes de dérive mentale, une possible dépression post-deuil. Il a utilisé des mots flous, dangereux, instabilité, trouble du comportement, confusion. Il a sorti une photo de moi dans le jardin, les mains dans les cheveux, un soir de crise. Je me souvenais. Je pleurais en silence. Il l'a montré comme une preuve. Mais j'ai tendu le rapport psychiatrique. Neutre, implacable. Aucune pathologie mentale détectée. Patiente en pleine possession de ses moyens. Le juge a pris le papier. Il a lu. Puis j'ai sorti le document médical de mon fils. La vasectomie, datée 6 mois avant sa mort. Et pourtant, ai-je dit, elle affirme être enceinte de lui. Silence dans la salle. L'avocat d'Élodie a demandé une pause. Le juge a refusé. Élodie s'est mise à pleurer. Des larmes discrètes, mais calculées. C'est du harcèlement. Elle me hait parce que je suis plus jeune. Mais le juge ne bougeait pas. Il lisait. Enfin, il a parlé. D'une voix calme. Les documents présentés par Madame R sont clairs. L'acte de propriété est partagé. L'expulsion n'a aucune base légale. Les menaces, les faux documents et la tentative de manipulation du dossier médical seront transmis au procureur pour enquête complémentaire. Élodie s'est figée, puis a murmuré à son avocat. Lui s'est contenté de hocher la tête. Le juge m'a regardé. « Vous pouvez rentrer chez vous, madame. Cette maison est aussi la vôtre. » Je suis sortie de la salle sans me retourner. Dans le couloir, j'ai respiré.
longuement. J'ai posé une main sur le mur froid. J'avais gagné une bataille, mais pas la guerre. Elle vivait encore sous mon toit. Mais maintenant, elle savait. Et elle avait perdu l'avantage. Je suis rentrée à la maison. J'ai fait chauffer de l'eau. J'ai préparé du thé. Je me suis assise dans la cuisine, face à la fenêtre. La lumière traversait les rideaux blancs. Il faisait calme. Et j'ai pensé, je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé, j'ai résisté. Et c'est cela, ma victoire. Les jours suivants furent étrangement silencieux. Pas un mot, pas une attaque. Élodie s'enfermait dans sa chambre, sortait à peine. Je la croisais dans le couloir. Elle m'évitait. Les rôles s'étaient inversés. Ce n'était plus moi, la présence gênante. C'était elle, l'intruse. Puis, un matin, j'ai entendu un bruit nouveau. Des cartons que l'on traîne, des rubans adhésifs que l'on déroule. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Vers midi, elle est venue dans la cuisine. Elle s'est tenue debout, droite, les bras croisés. « Je pars vendredi », a-t-elle lâché. J'ai levé les yeux vers elle. Rien d'autre. Pas un merci. Pas un mot d'explication. « Très bien », ai-je répondu. Elle s'est retournée, et j'ai vu ses épaules trembler légèrement. La colère? La honte? La peur? Je ne sais pas. Les jours suivants, elle a trié ses affaires. Elle parlait fort au téléphone, comme pour marquer sa présence. J'entendais des phrases jetées à la volée. Je vais rebondir. C'est mieux ainsi. Elle ne me mérite pas. Elle construisait déjà une autre version de l'histoire. Mais moi, je savais. Et elle aussi. Le jeudi soir, elle est descendue pour dîner. Pour la première fois depuis des semaines. Elle s'est assise. J'ai dressé la table. Nous avons mangé en silence. Juste le bruit des couverts, les respirations, les pensées. À la fin, elle a posé sa fourchette et m'a regardée. « Tu crois avoir gagné ?» J'ai pris mon temps pour répondre. J'ai fini mon verre d'eau, essuyé mes lèvres. Puis, je crois avoir tenu bon. Et c'est déjà beaucoup. Elle n'a rien répondu. Elle s'est levée, a rangé son assiette et est montée à l'étage. Ce soir-là, j'ai dormi profondément. Un sommeil sans cauchemar, sans sursaut. Mon premier depuis longtemps. Le lendemain, j'ai entendu la voiture. Des valises dans le coffre. Un dernier tour dans la maison. Elle est venue me dire au revoir. « Ce n'est pas fini, tu sais ?» a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée dans les yeux. Pour toi peut-être. Pour moi si. Elle a fermé la porte. Sans fracas. Juste le cliquetis d'une poignée. Et puis, le silence. Un silence lourd. Immense. Mais libérateur. Je me suis assise dans le salon. J'ai regardé autour de moi. Il restait des traces. Des objets déplacés. Des marques sur les murs. Mais la maison respirait de nouveau. Je me suis levée. J'ai ouvert les fenêtres. L'air frais est entré. J'ai changé les draps. J'ai remis mes photos. J'ai ressorti le fauteuil préféré de mon fils. J'ai rangé les papiers. Et j'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps. Je n'avais pas besoin de vengeance. Ni de haine. Seulement de retrouver ma place. Et ma maison. Après son départ, j'ai cru que tout allait s'apaiser. Mais une maison vide garde en elle les échos des conflits. Chaque pièce me parlait. Les murs, autrefois familiers, semblaient me jauger, m'interroger. Et parfois, la nuit, j'entendais des bruits qui n'avaient pas lieu d'être. Des pas imaginaires, des soupirs, des portes qui claquent doucement. Je me suis dit que c'était le stress, les souvenirs qui refusèrent de mourir. Et pourtant, quelque chose clochait. Un soir, en rangeant le dernier tiroir du buffet, celui qu'Élodie utilisait souvent sans raison apparente, j'ai découvert une petite clé, en métal vieilli, sans étiquette, glissée au fond sous une nappe que je ne reconnaissais pas. Je l'ai prise entre mes doigts. Elle ne ressemblait à rien de connu dans la maison, ni à la cave, ni aux meubles. Elle semblait ancienne, ou bien dissimulée depuis peu. J'ai cherché pendant des heures. Tiroir, coffre, boîte. Rien. Puis, soudain, une idée. La vieille malle dans le grenier, fermée depuis des années. Celle que mon fils n'avait jamais ouverte, de peur de briser la serrure rouillée. J'y suis montée, lampe torche en main. Le grenier sentait la poussière et le passé. J'ai trouvé la malle, et la clé entrait parfaitement. Mon cœur battait fort. J'ai hésité, puis j'ai tourné. Le clic du verrou m'a figé. À l'intérieur, des enveloppes, des papiers, mais aussi un carnet, un petit cahier noir, à la couverture usée. Je l'ai ouvert. Des pages écrites à la main, l'écriture d'Élodie. C'était un journal, ou plutôt un relevé. Une chronique méticuleuse de sa vie avec mon fils. Mais ce n'était pas de l'amour que je lisais. C'était du calcul. Janvier. Il doute encore. J'ai parlé de bébé. Il a souri. Il faut accélérer. Février. Il a parlé de vendre la maison.
Il veut m'emmener loin. Mauvaise idée. Avril. Sa mère devient méfiante. Il faudra gérer ça avant l'été. Mais, la vasectomie, il ne m'a rien dit. Je l'ai appris par ses papiers. Trop tard. Il regrettera. Puis des phrases raturées. Un passage étrange. Il ne doit pas changer le testament. Si quelque chose arrive, je serai prête. Mon sang s'est glacé. Et puis, un dernier paragraphe. Il s'est effondré dans le jardin. J'ai appelé trop tard. C'était presque naturel. Personne ne se doute. Je pleure, je joue, j'attends. Et elle, la vieille, finira par partir. J'ai lâché le carnet. Je suis restée là, dans le grenier, le souffle court, entourée de preuves d'un plan que je n'avais jamais voulu imaginer. Elle ne m'avait pas seulement rejetée, elle avait tout prémédité. Et mon fils était peut-être mort sans comprendre ce qui l'avait frappé. Je suis descendue, les jambes fléchies, la gorge nouée. J'ai rangé le carnet dans une enveloppe. Puis, sans réfléchir, j'ai appelé mon avocat. Cette fois, ce n'était plus une affaire de propriété, c'était une affaire de justice. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment le pouvais-je? Le carnet d'Élodie me hantait. Chaque mot lu résonnait comme une lame froide. Et si ce que j'avais entre les mains était plus qu'un simple journal? Et si c'était une confession? Une preuve irréfutable d'un crime lent, silencieux, sans violence visible, mais meurtrier? L'avocat a répondu dès la première sonnerie, comme s'il attendait mon appel. « Lisez-moi les passages, Solange », a-t-il demandé d'une voix calme. J'ai obéi. Ma voix tremblait, mais je suis allée jusqu'au bout. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit « Nous devons faire expertiser l'écriture. Et surtout, le carnet ne doit plus vous quitter. » Le lendemain, il a envoyé un huissier à la maison. L'homme a scellé le carnet dans une enveloppe plastifiée. Il m'a demandé si j'avais d'autres documents. J'ai donné les copies du faux testament, les lettres d'expulsion, les menaces, tout ce que j'avais gardé sans trop savoir pourquoi. « Vous avez constitué un dossier solide, Madame Ferrand », a-t-il dit en me regardant avec respect. Je n'ai pas répondu. Je me sentais vidée, abîmée. Ce jour-là, j'ai marché dans le jardin, là où mon fils était tombé, là où son cœur avait lâché, soi-disant sans signe avant-coureur. Et pourtant, il y en avait eu, des douleurs inexpliquées, une fatigue étrange, et ce regard inquiet qu'il m'avait lancé, quelques jours avant sa mort, comme s'il avait compris trop tard. Je me suis assise sur le vieux banc de pierre. L'air était tiède, les oiseaux chantaient, tout semblait paisible, mais en moi, c'était la tempête. Je repensais à chaque moment, chaque détail que j'avais ignoré. La soudaine attention d'Élodie, son changement d'humeur, sa manière de parler pour deux. Mon fils s'éteignait doucement. Et moi, je ne voyais rien. La culpabilité me serrait la gorge, mais je n'avais plus le luxe de sombrer. Il fallait aller jusqu'au bout. L'avocat m'a rappelé 2 jours plus tard. L'écriture est bien celle d'Élodie, et la datation des encres confirme que les notes ont été écrites mois après mois, sur plusieurs années. Je suis restée figée. « Et maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant, nous transmettons tout au parquet. Une enquête pour homicide volontaire peut être ouverte. C'est grave, mais vous avez assez pour qu'il s'y intéresse sérieusement. » Je me suis sentie vaciller. Pas de joie, pas de soulagement. Juste le poids du réel. J'ai raccroché. J'ai regardé la maison, si pleine d'ombre et de souvenirs, puis j'ai ouvert les volets de la chambre de mon fils. Pour la première fois depuis sa mort, la lumière a envahi la pièce, et j'ai murmuré, en posant la main sur le bois de son bureau, « Je ne te laisserai pas disparaître dans le mensonge. » La lettre est arrivée un matin gris, une enveloppe beige, épaisse, au sceau officiel. Mon nom, en lettres noires. Mon cœur a accéléré avant même que je n'en déchire le bord. Convocation au commissariat. Entendu comme témoin dans une affaire d'homicide présumé. Je suis restée longtemps à fixer ces mots. Homicide présumé. Il n'y avait plus de doute. L'enquête avait été ouverte. Mon fils, enfin, allait avoir droit à la vérité, ou du moins, à ce qu'il en restait. Ce jour-là, j'ai marché jusqu'au poste de police. Je voulais sentir le sol sous mes pas, entendre mes pensées résonner contre les murs de la ville. Tout me paraissait étrange, comme décalé. Les passants riaient, les voitures passaient, et moi, j'allais parler de mort. Ils m'ont fait patienter dans une salle trop blanche, trop propre. Une jeune inspectrice est venue me chercher. Elle m'a conduite dans un bureau sobre, sans un mot superflu. Elle a posé un dictaphone sur la table, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Ferrand, ce que vous allez nous dire est enregistré. Si vous avez peur, dites-le. Si vous avez des doutes, exprimez-les.
Nous cherchons la vérité. J'ai hoché la tête. Et j'ai commencé. Je leur ai parlé de tout. De l'achat de la maison, de la cohabitation, de la lente transformation d'Élodie, de son contrôle sur les finances, de son isolement progressif, du carnet retrouvé dans la malle, des lettres, des dates, des incohérences. Je n'ai rien caché. L'inspectrice prenait des notes sans m'interrompre. Parfois, elle levait les yeux. Parfois, elle fronçait les sourcils. À la fin, elle a dit « Le carnet est une pièce capitale, mais il nous faut comprendre les circonstances de la mort. Vous avez mentionné des malaises antérieurs ? J'ai acquiescé. Des migraines, une fatigue inhabituelle. Il disait sentir une brume, comme s'il perdait par moments le fil. Et puis, il y a eu cette chute. A-t-il consulté un médecin récemment ? Non. Élodie disait que ce n'était pas nécessaire. Elle lui donnait des tisanes, des huiles, des choses naturelles. Un silence. Puis elle a murmuré « Nous allons demander l'exhumation du corps. » Je suis restée sans voix. C'est une mesure lourde, a-t-elle poursuivi, mais nécessaire si l'on veut écarter l'empoisonnement progressif. Certains médicaments, en surdose chronique, laissent des traces longtemps après. Je suis sortie du commissariat avec l'impression d'avoir traversé un tunnel. Je tremblais, de fatigue, de colère, de chagrin, mais aussi quelque part d'espoir. Un espoir amer, comme un goût de justice tardive. Le soir, en rentrant, j'ai retrouvé la maison plongée dans un silence que je n'avais jamais ressenti aussi fort. Ce n'était plus un refuge, c'était un témoin. Chaque mur avait vu, chaque pièce savait. Et moi, enfin, j'avais parlé. J'ai fermé les volets, préparé du thé, allumé une lampe douce, puis je me suis assise dans le fauteuil de mon fils, et j'ai attendu. L'attente fut longue, 3 mois, peut-être un peu plus. Le temps semblait s'étirer comme une corde qu'on tend sans fin, jusqu'à ce qu'elle menace de rompre. J'évitais les journaux. Je ne regardais plus les informations. J'avais donné tout ce que je pouvais. À présent, ce n'était plus entre mes mains. Et puis, un matin de janvier, le téléphone a sonné. « Madame Ferrand, c'est l'inspectrice Duval. Nous avons les résultats. » Mon cœur s'est arrêté une seconde. Il y avait des traces de digoxine dans les tissus, à des doses trop élevées pour être naturelles. Et la prescription retrouvée n'est pas en son nom. Elle ne correspond à aucune ordonnance officielle. Je n'ai pas répondu. J'entendais le vent souffler contre les vitres. La voix de l'inspectrice paraissait lointaine, étouffée par mes battements de cœur. Nous avons convoqué Élodie. Elle nie tout, bien sûr. Mais le carnet, les incohérences, les analyses, les documents, tout concorde. Le parquet envisage une mise en examen. C'était dit. Il y aurait un procès. Elle a ajouté, plus doucement, « Vous avez tenu bon, Madame Ferrand. Votre fils a eu quelqu'un pour le défendre, même après sa mort. Ce n'est pas rien. » Après avoir raccroché, je suis restée assise un long moment. Pas de larmes, pas de soulagement bruyant, juste un calme inattendu. Je suis montée à l'étage. J'ai ouvert la porte de la chambre de mon fils. Le lit était toujours fait. La fenêtre entr'ouverte laissait entrer l'air d'hiver. J'ai posé la main sur la table de nuit. Il y avait encore son vieux livre préféré, usé au coin. Je l'ai ouvert, lentement. À l'intérieur, une carte postale, une photo du bord de mer, avec son écriture au dos. « Maman, on reviendra ici. Tu verras. Un jour on posera tout, et on respirera enfin. Merci d'être toujours là. » Je me suis effondrée. Pas de douleur, mais cette émotion brute, silencieuse, qui traverse tout le corps. Le soir, j'ai rangé la maison. Pas comme une femme qui tourne la page, comme une mère qui garde vivante la mémoire. J'ai mis une nappe propre. J'ai préparé son plat préféré, et j'ai mangé seule, en silence, à la lumière d'une bougie. Plus tard, on m'a proposé de vendre la maison. Trop grande, trop pleine de souvenirs, trop lourde à porter seule. Mais j'ai refusé, parce qu'ici, il avait ri. Ici, il avait construit. Ici, il avait aimé. Même si la fin avait été tordue par la trahison, sa vie méritait de rester ancrée quelque part. Alors je suis restée, avec mes souvenirs, avec mes silences, avec cette force que je ne soupçonnais pas en moi. Et chaque matin, en ouvrant les volets, je dis à voix haute « Bonjour Julien », parce que dans cette maison, mes règles sont simples. On n'oublie pas ceux qu'on aime. On ne laisse pas la peur effacer l'amour. Et surtout, on ne cède jamais à ceux qui veulent nous faire disparaître.